Frankrijk. Bonjour. De basis van onze Europese beschaving. Ik woon hier al 12 jaar met heel veel plezier. Maar sinds de recente gebeurtenissen vraag ik me wel af in wat voor land ik leef. Hoe denken de Fransen eigenlijk over zichzelf? En staat Frankrijk echt op instorten? D'avancement accéléré. Les corps interministériels. Les suppressions de services, la casse de la DGFIP. Een gewone dinsdagmiddag in Parijs. En zoals wel vaker lopen er tienduizenden mensen met ballonnen en stickers door de straat. Boze boeren, boze ministerieambtenaren, boze leraren van het lager onderwijs die willen meer salaris, boze ziekenhuismedewerkers. Ik kan de lijst heel lang maken. Eigenlijk is er geen sector van de Franse economie die vandaag niet opgeroepen is door zijn vakbond om te demonstreren tegen verandering. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs. Le journal. Il y a les taxis. Ça, c'est un plan de Paris. Oui. Il y a les taxis qui bloquent là. Il ne faut pas aller dans le sud de Paris parce qu'il y a une manif de... Even kijken, hein. Des profs. Oui. C'est pour ça que ma fille est là. Donc votre enfant est aujourd'hui ici. Oui, oui, je la garde parce qu'il y a la grève. Deze vakbondsleider van Air France mag dan vandaag gedwongen thuis zitten. Zijn hart ligt bij de demonstranten. Staken hoort bij het revolutionaire karakter van de Franse cultuur. Je kunt het bijna een vorm van expressie noemen, die zelfs wordt bezongen in de literatuur. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout des ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on l'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Des journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron, citron, bénéfice net, millions, millions. Oh, si les chiffres d'affaires viennent à baisser, pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires, baisser les salaires. Mais ceux qui ont trop longtemps tondu en caniche, ceux-là gardent encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, pour faire la grève. Vive la grève. Ouais, j'ai trop d'émotions quand je le dis. Et en plus, il y a le chien qui aboie. C'est émouvant. Oui, oui, oui. Bah ça relate beaucoup la souffrance des salariés, le fait que le patronat, parfois, pas tous, profite quand même, s'amuse bien, hein, enfin, ont une autre vie. Hein. Et quand le dialogue est rompu, comme là, effectivement, il reste la grève. Je suis steward du voyage dans le monde entier et je vois que la mondialisation s'applique aussi dans les cultures. Avant d'aller en Chine, on était étonnés par ces petites ruelles pavées, ces petites maisons chinoises. Maintenant, c'est des gratte-ciel en verre, les mêmes qu'il y a à Atlanta, les mêmes qu'il y a à Détroit, les mêmes qu'il y a à Singapour. Demain, peut-être que le monde sera un peu uniforme partout et que la culture qu'il y a dans certains pays comme en France va se diluer. En France, on déjeunait avant le midi. Les salariés prenaient le temps de prendre un petit verre de vin et de déjeuner dans une brasserie. Maintenant, j'ai vu des études, les Français mangent des sandwichs, vite fait, au bureau, le midi. Vous regrettez? On regrette, c'est l'art de vivre. On n'a qu'une vie et elle est faite pour bien vivre. Elle n'est pas faite pour travailler devant son écran. Quelle tristesse.
François, quelle est la force de la culture française? Ben, la force de la culture française, c'est déjà d'être très ancienne, donc d'avoir une assise solide, qui remonte artistiquement, picturalement au Moyen-Âge et de manière littéraire et musicale au XVIe et au XVIIe siècle, et qui n'a cessé de grandir puisque le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe ont été les grands siècles de la culture française, musicale, littéraire, architecturale, et en tous les cas jusqu'au début du XXe siècle. Et maintenant, quel est son rôle dans la société d'aujourd'hui? Ah, en France? Oui. Ah ben, elle est une force d'animation, d'élévation très importante. Sans culture, je crois qu'on serait mort en France. Non, c'est pas là. Ah oui, mais c'est pas rue François Miron. Si, presque, c'est sûr. C'est Oui, ici mais à donc droite. ça n'est pas rue François Miron. C'est juste pas là, à grave droite. parce qu'on est là à 20 Voilà, mètres. c'est rue de Fourcy. Tu tournes à droite. Toi, tu avais raison au début. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Voilà. Et c'est là, là à droite. Mijn vriend en kunsthandelaar François de Riclès neemt me mee naar de opening van de expositie van de succesvolle Franse fotografe Bettina Rijms. Hier is het zien en gezien worden. Iedereen die ertoe doet is van de partij. Kunst als sociaal bindmiddel. Je pense que vous vous connaissez, François de Riclès, Bruno Julliard. Qui est réalisatrice de cinéma, productrice, qui a eu des Césars, voilà, qui s'appelle Tony Marshall. Vous êtes la télévision néerlandaise. Tout à fait. Ouais, une émission, enfin des documentaires, une série de documentaires sur la culture, la France, l'état de la France aujourd'hui. L'état de la France, mon pauvre monsieur. Pourquoi vous dites ça? Non, je plaisante. C'est parce que tout le monde dit en général, mais moi je trouve que d'un point de vue culturel, on est assez bon. Dans ce domaine-là, ça Ouais, va. oui, dans le chômage, on n'est pas excellent, mais dans le culturel. Mais quel est le secret de cette culture française qu'elle tient encore? Non, parce qu'elle est entre. On a à la fois quelque chose de très classique, enfin des bases classiques, et à la fois on est extrêmement moderne dans toutes les formes. C'est une bonne combinaison. Oui. Je vois l'artiste d'aujourd'hui. Achter deze waanzinnige, prachtige, maar ook wel wat trotserige façade bevindt zich het heiligdom van de opera en de grote Franse traditie van het klassieke ballet. Nou zal de gewone Fransman hier niet elke week of elke maand komen, maar toch hoor je eigenlijk nooit iemand schoppen tegen dit symbool van arrogante, elitaire kunst en cultuur. Sterker nog, de grootste populist van allemaal, meneer Le Pen en nu zijn dochter, hebben op dit plein ieder jaar hun grote bijeenkomst met het Front National. En als trotsdecor deze waanzinnige muziektempel. Zou je daaruit nou kunnen afleiden dat dit gebouw symbool staat voor een muzikale traditie die hoort bij de identiteit van Frankrijk? José. Ah, ça c'est pour l'opéra de... C'est ça que vous voulez voir, non? Oui, venez. Ça c'est... Vous travaillez ici tous les jours? Tous les jours, depuis 20 ans. Vous chantez aussi? Vous Ah, dansez? j'aimerais bien, ouais. Het is ongelooflijk indrukwekkend om hier te staan. En tegelijkertijd lijkt de zaal kleiner vanaf hier dan als je daar ergens bovenin zit. Daar zit ik normaal, met goedkope plaatsen daar. Het heeft zelfs nog wel iets intiems. Ondanks alle stuuk en goud. Het is wel van een andere tijd, hè? Want de meeste stoelen zit je met je knieën in je oren ongeveer. Daarboven heb je ook de poulailler, kippenhok. Dat is voor de armen. Hier beneden kost zo'n stoel zo'n €130. Maar daar krijg je wel iets heel moois voor. Lissez bien les pieds les garçons, lissez les pieds pour les assembler. Et 1, 2, 1. Et coupez, passez les pieds. Et.
regards, la tête, 1, 2, 1, 2, 1, 2, à gauche, 8, 4 dégagés et 3 pliés, 2 tours finis, 5e. Devant, derrière, seconde, changer, glissade, pas changer, 1. Pourquoi partout dans le monde où on enseigne la danse classique, les termes sont en français? Parce que ça a été créé par Louis XIV. Enfin, la danse classique a été développée par Louis XIV donc à Versailles, et on a hérité de ça. Donc, de ce fait, c'est devenu une espèce de règle que les pas ont été dictés en français. Et ça a été une tradition qui a été conservée partout dans le monde. C'est notre héritage qui date de 300 ans. Il est important, il est primordial, et je pense que c'est aussi ce que les gens admirent et apprécient dans notre école. C'est quelque chose de français de tenir tellement ce qui était beau et bien dans le passé, et encore maintenant. Peut-être un peu, ouais. Trop, vous voulez dire? Et 2. Franser dan dit wordt het niet. Een eeuwenoude kunstvorm gericht op het opheffen van de zwaartekracht. Uitgevonden door een koning die zichzelf goddelijke kwaliteiten toedichtte. Allez, tchoun, c'est bien ça, les garçons, voilà. Deze jonge dansers voeren de bewegingen uit alsof de zonnekoning elk moment persoonlijk kan langskomen. Ça, c'est Roméo, oui. C'est le pourpoint de Roméo. C'est pour un soliste ou pour... C'est Roméo, lui-même. Roméo lui-même. Lui-même. Quand on regarde à l'intérieur, on a la construction. Hein, mais on avait un extérieur formidable. C'est marrant. Ça fait partie de tout ce qu'on a derrière nous, tout ce on nous a inculqué depuis qu'on est né, et tout ce qu'on voit autour de nous. Donc on continue, quoi. On n'a pas envie d'autre chose. Est-ce que ça pèse parfois aussi? On a tout derrière ça. Nous, c'est aussi un héritage. Mais c'est formidable. Tellement non. grand, ça peut aussi. Mais pourquoi ça pèse? Non, c'est ce qui permet de construire la suite. C'est ce qui permet de nourrir la création et tout ça. C'est un socle formidable, ça. C'est nécessaire. Frankrijk koestert zijn tradities en spaart kosten nog moeite om ze levend te houden. Ik bewonder die mentaliteit. Dat maakt dit land zo uniek. Tegelijkertijd waan ik me hier achter de schermen van dit balletpaleis in een veilig kokon. Wat voor betekenis heeft al dit prachtigs vandaag de dag nog? Pourquoi la culture est importante, en fait? C'est ça. Dites-moi. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a tous besoin de s'élever et de s'éduquer aussi un peu. Je pense que ça ne peut pas faire de mal à la société actuelle. De s'élever un peu et d'avoir une pensée, un esprit qui décolle. Ça, c'est pas mal. Et Ça nourrit. Ça nourrit, oui. Il y a besoin, hein. Vraiment. On est très inquiet avec ce qu'on vit à Paris en ce moment. Vous êtes inquiet de quoi? Inquiet de quoi? De tout ce qui se passe, hein, et de comment tourne le monde, pourquoi on en arrive là. Vous parlez des attentats? Des attentats, forcément. Et là, on se dit que la culture, il n'y a que la culture qui peut faire évoluer les choses et faire bouger les lignes, parce que c'est un peu... Waouh. Cultuur als wapen tegen de barbarij die het land, die heel Europa teistert. Ondertussen komen van heinde en verre nieuwkomers met een totaal andere culturele achtergrond. Afgezien van alle praktische problemen is de hamvraag: hoe word je Frans? De Frans-Amerikaanse Ayam Suro, met Egyptische wortels, heeft het antwoord. Je laat de vreemdelingen zich totaal onderdompelen in de Franse cultuur. Voilà, Faizi toujours là. Et Nour, quelle nouvelle? Pas de nouvelles? Il faut commencer à s'inquiéter, non? Non. Maintenant, ça c'est la manière gracieuse, d'accord, de parler, où l'opposition est manifestée, montrée par le ton de la voix, par les gestes et aussi par le sens de ce que je dis, syrien n'est pas afghan. Les cours de français font partie d'un programme beaucoup plus vaste. On ne peut pas échapper aux cours d'histoire, aux cours de poésie, on ne peut pas y échapper. Oui, voilà. Donc on est un ancien élève de Claver parce qu'on est passé par les séances matinales très importantes de débat, puisque la France est un pays où l'on débat de tout, où l'on débat trop de tout.
Donc tous les mardis matins, avec le journal du jour, on analyse ce qui s'est passé, les drames du Bataclan ou le scandale de la FIFA ou l'adoption par les homosexuels ou des problèmes de société, des questions de société, et on en discute. Et on apprend à en discuter. Ces gens-là, s'ils sont réfugiés, c'est souvent parce qu'ils quittent des pays où l'on n'a pas le droit de discuter. Vous le savez. D'accord ? Donc, une des premières choses importantes, et ils le savent, sinon ils n'auraient pas choisi la France ou l'Europe, c'est qu'ils viennent dans un pays libre, donc un pays où l'on peut exprimer des opinions. Mais exprimer des opinions, ça s'apprend. Vous avez bons chevaux. Ah, merci, c'est très gentil. Oui. Ici, dans la salade, ton chevaux dans la salade. Votre cerveau, c'est très mal. Les viandes, c'est très froid. Et les salades avec votre chevaux. Non. Excuse-moi, monsieur. Il y a... Excusez-moi, monsieur. Il y a faute dans le repas. Excuse-moi. Je prépare le problème. Okay. Je prépare le problème. Sédition. Reposer. Oui. Ok. La plupart veulent venir rapidement apprendre le français, être, avoir « Bonjour madame, je voudrais une baguette » et puis ça suffit. Et ils seront malheureux en France et ils ne sauront pas pourquoi. La France, je pense que la raison pour laquelle elle est si attachée à sa littérature, vous pourriez dire parce qu'elle est très belle, mais je crois que parce qu'elle la tient ensemble. En effet, la langue française est une de ces choses qui transcende et qui donne un sentiment d'appartenance et d'unité à une nation. Hier lopen de soldaten van de Franse taal. Nergens ter wereld wordt de eigen taal met zoveel verve en ceremonieel verdedigd. Vandaag vindt de belangrijkste bijeenkomst plaats van de Académie Française, de tempel van de Franse taal. De 40 opperdienaren van het Frans zijn voor het leven benoemd en worden de onsterfelijke genoemd. In vol ornaat treden ze aan. Het militaristische vertoon is intimiderend, maar door de broosheid van de meeste onsterfelijken wordt het bijna een teer ballet. À quoi sert l'Académie française ? On nous pose cette question depuis longtemps. Je pense même qu'on a commencé à nous la poser en 1635. Certains mettent dans cette question une pointe de perfidie. Sans doute leur plairait-il de suggérer que l'Académie put ne servir à rien, ou à tout le moins à pas grand-chose. Je renverrai cela à leur ignorance ou à leur dépit. Le palmarès que je suis chargé de présenter pourra paraître un peu long, voire fastidieux. Ne vous arrêtez pas à cette simple impression et tâchez de ne vous laisser gagner ni par la torpeur, ni par le découragement. Het Frans is serious business in Frankrijk, verankerd in de grondwet als de enige taal van de republiek en een aangelegenheid van de staat. Ieder ministerie heeft een taalcommissie die aan de academie woorden voorstelt om nieuwe concepten en fenomenen in het Frans te kunnen omschrijven. Het puur houden van de Franse taal staat hierbij voorop. La France est peut-être le seul pays du monde à avoir trouvé des mots pour software, hardware, on parle de logiciel, on parle d'ordinateur, on parle, ça prend pas toujours, mais le mot courriel est quand même d'un emploi à peu près à moitié-moitié, à peu près, avec le mot email. C'est formidable le mot ordinateur. Il est bien meilleur, en tout état de cause, que le mot computer. Computer, ça veut dire calculateur, littéralement. Des informaticiens discutaient
entre eux, de manière à voix assez forte, sur la manière de traduire le mot computer. Il y a calculateur, oui, mais c'est pas tout à fait ça. Et il parlait à voix si forte qu'il dérangeait un vieux professeur à l'autre bout de la salle, qui était un professeur de patristique, je veux dire un spécialiste des pères de l'Église, si vous préférez. Hein. Et ce vieux professeur spécialiste de patristique, et particulièrement de Saint-Augustin, était un peu dérangé par ces scientifiques à l'autre bout de la salle des professeurs, si bien qu'il s'approche d'eux pour leur dire « Mais écoutez, vous parlez, mais de quoi vous parlez ?» Enfin, sous-entendu, vous me dérangez un peu, et les autres lui expliquent qu'ils cherchent une traduction au mot « computer ». Il dit « Mais c'est quoi un computer ?» Alors, il savait pas, il débarquait dans un monde totalement inconnu, et les professeurs lui expliquent en gros le principe du calcul binaire, des circuits intégrés, tout, et ce que fait la machine, et surtout ce qu'elle pourrait faire dans l'avenir. Et il développe toutes les virtualités incroyables que pourraient avoir les computers, et ce que la réalité et que l'avenir a prouvé. Et ce professeur dit « Mais écoutez, c'est incroyable ce que vous me dites, parce que j'ai l'impression, dans cette quasi toute-puissance de la machine, que vous me définissez presque les attributs de Dieu selon saint Augustin quand il parle de Dieu comme le Magnus Ordinator. » Et il dit « Ordinateur, c'est formidable ce mot, c'est formidable ce mot. » Le mérite de la langue française, reconnu à peu près par tout le monde, c'est sa clarté. Quand une phrase est bien écrite, elle est claire. Il y a une limpidité de la langue française. Pas pour rien qu'elle a été quand même pendant longtemps la langue de la diplomatie, où l'on pouvait donner toutes les subtilités sans... Alors c'est vrai que quand on met un terme anglais, comme je sais pas, par exemple le conflit israélo-palestinien, homeland, c'est patrie ou c'est pas patrie? C'est pas la même chose. Alors que le français ne permettrait pas... Alors c'est vrai que l'ambiguïté parfois permet des accords où tout le monde ici y trouve son compte, mais à terme c'est aussi source de conflit. Donc je pense que la langue française... Mais maître, ça c'est pas vrai ça, je conteste, parce que je crois c'est exactement la subtilité ambiguë qui permet que c'est une bonne langue diplomatique, pas sa clarté mathématique, au contraire. Quand je veux dire, ce que vous me dites n'est pas incompatible. Que c'est vrai que la langue française étant une langue extrêmement précise, subtile, elle peut aller dans les infimes détails. Mais je ne pense pas qu'une phrase française ait de double ou triple sens. Je ne pense pas que les mots français soient sujets à des interprétations extrêmement différentes. Het doet de Fransen veel pijn dat hun prachtige taal de status van wereldtaal is kwijtgeraakt. Fransen spraken lange tijd erbarmelijk slecht Engels. Maar de nieuwe generatie wil niets liever voor hun kinderen dan dat ze mee kunnen komen in de wereld van nu. Een wereld gedomineerd door die andere grote taal. Ze lijken er geen moeite mee te hebben. Dat was voor hun ouders wel anders. Waarom eigenlijk? A big one. What a beautiful day. We're not scared. Les Français aiment bien faire tout ce qu'ils font. Sinon, on a cette phrase « n'importe quoi ». Je ne veux pas faire n'importe quoi, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. On veut tout bien faire. Or, avec une langue, tout est dans l'erreur. On apprend avec les erreurs. Et c'est pour ça. Changer radicalement pour la France, d'un jour à l'autre, tout changer, tout laisser derrière dans l'histoire, ce serait une maison sans fondation. Moi, je le sens comme ça. Ce serait, ne pas avoir de base. On a besoin de cette base en France pour décider quel changement on va accepter, quel changement on ne va pas accepter. Et voilà, je suis anglaise, donc j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en France, et je l'apprécie, cette méfiance ou ce questionnement du changement. Il faut du temps pour savoir est-ce que c'est bien ou pas bien. Donc ce handicap français de longévité, etc., peut-être c'est aussi une certaine valeur de ne pas accepter toute nouveauté comme ça. Et de... ce serait n'importe quoi. What's this? I wash my face. En zo kruipt het Engels toch langzaam maar zeker Frankrijk in. Net zo goed als andere vreemde invloeden. Gaat het lukken om van de nieuwkomers echte Fransen te maken? Je voudrais montrer pour les Français, l'Européen, de petites maquettes de tombes
de pelle. Balashmin, pardon. Balashmin, qui écrasait Daesh. Et j'ai des fermes à côté des tombes belles, très proches. C'est important de trouver les nouveaux vies. Je trouve la France, c'est mieux comme un autre pays. Le prof qui travaille là-bas, il était très gentil avec tout le monde, avec tous les réfugiés qui entrent pour le cours de français ou l'histoire. Chaque prof, il travaille, chez nous on dit comme bon verbe ou comme ça, on dit il travaille, le travail il part encore. La Syrie, c'était le pays de musulmans. Et tu trouves un peu, il y a beaucoup de différents parce que c'était les religions qui donnent les tombes de pays. Même quand j'entre français, je suis encore syrien. C'est là. Voilà, bien sûr. Bien sûr. C'était français et je respectais l'État et toutes les règles et tous les juges et tout ça. Mais je suis syrien. Toujours. C'est le nom, le français ou l'algérien ou hollandais ou quoi. C'est le nom, jusqu'à le nom. Ma liberté, elle arrête quand les autres, elles commencent sans liberté. Je suis comme les pierres de ma ville. Il était plus de 1000 ans, elle reste toujours pierre, elle ne change pas. Votre pensée n'est pas une ligne comme ça. Vous parlez de contraste. Dans leur pays, ils avaient de jolies maisons avec des familles aimantes, où l'on riait, où l'on dansait. La guerre a interrompu la vie, mais la vie, ils savent ce que c'est. Ils retrouvent ici quelque chose qu'ils connaissent très bien, la chaleur d'une maison, l'entourage affectueux et Mais concerné. la maison avec d'autres règles que chez eux. Certainement, oui, mais pas à ce point différentes. Non ? Non. Alors, on leur dit, ici, c'est en effet un pays avec son propre mode de vie, ses propres lois, que vous allez connaître si vous voulez vivre ici, si vous voulez vivre ici. On vous a pas invité. C'est le mode de Mais vie. la condition pour vivre en France, c'est de s'affranchir. Le mot France, il est le même qui a servi à créer le mot s'affranchir, devenir libre. Chasser. On sent qu'en France, les rapports entre les hommes et les femmes sont des rapports courtois. Dire, on ne va pas faire une conférence sur les hommes et la femme en France. D'accord ? En revanche, on peut avoir des cours de danse et inviter les hommes et les femmes à avoir entre eux un rapport gracieux. Ce serait formidable que leur expérience différente, maintenant arrivant, bouscule les idées reçues en France, les habitudes françaises, etc. C'est ce qu'ont fait les étrangers quand ils sont arrivés en France. La France est bousculée depuis son origine. L'origine de la France est à l'extérieur de la France. La France est traditionnellement catholique et chrétienne. Mais d'où vient le christianisme ? Moi, j'aime beaucoup travailler avec les arbres, dans la terre et dans ma ferme. Aussi, je me manque ma ferme. Chaque jour, je travaille 6 heures ou plus. Je laisse ici les graines, les grenades qui poussent maintenant. Il y a des citrons. Pourquoi vous faites ça?
Parce que je pense ça qui reste avec moi c'était les grains de ma pays. Vous allez les planter où? Je plantais ici, à Paris. Après, je pense quand je regarde les graines, je me souviens ma vie dans la série. Dit wordt de uitdaging voor Frankrijk. Zichzelf verrijken en vernieuwen zonder de schoonheid van de tradities te verliezen. Ik ben ervan overtuigd dat de Franse cultuur stevig genoeg is om andere invloeden succesvol te kunnen absorberen. Maar belangrijker nog is dat de Fransen weer voorop gaan lopen met alles wat ze de wereld te bieden hebben. Te lang zijn Franse woorden gezocht voor innovaties van buitenaf. Waar zijn de eigen Franse uitvindingen gebleven? De Concorde, Eiffeltoren van de 20e eeuw. Het enige supersonische passagiersvliegtuig in de wereld. Ze vloog van Parijs naar New York in 3,5 uur met een glas champagne in de hand. 2 keer sneller dan het geluid. En eigenlijk ook nog heel erg mooi en elegant. De trots van Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog. Dit is de laatste die nog gevlogen heeft, van Parijs naar Toulouse. Een heel klein stukje, hij kwam hier aan. Tienduizenden mensen langs de landingsbaan, tranen in de ogen. Rolde voor het laatst naar zijn definitieve rustplaats. Het is nu een museumstuk. Je vais pas vous permettre de passer. Là. Installez-vous, hein. Où vous étiez toujours avant? Eh bien voilà. Je suis installé à mon poste. Vous restez assis, je passe par où? Dis donc, c'est pas très grand, hein, pour un avion de... Ça coûte combien, un appareil comme ça? Mais j'en sais rien. Très bien. Parle pas argent. Il y a même un cendrier, j'ai vu. Ah oui, il y avait un cendrier à l'époque. Il y avait des pilotes qui étaient de grands fumeurs. J'avais un de nos pilotes qui s'appelait Dabos. Ouais. C'était un grand fumeur, Dabos. Oui. Bah, installez-vous, hein. Je me sens un peu chez vous quand même, monsieur Rétif. Ah voilà. Et vous vous sentez chez vous aussi, ici? Ah là, oui, tout à fait. Alors là, c'est chez moi. Gonesse, l'accident. Je ne veux pas en parler. Ça, c'est une catastrophe. On n'en parle pas. Le Concorde ne méritait pas ça. Oui, c'est un hasard, quoi. Circonstance malheureuse. Ouais. Faut oublier. Ici, le contrôle des entrées d'air, parce que vous avez des entrées d'air à géométrie variable, ce qui n'est pas courant. Hein. Ici, le contrôle de la pressurisation cabine. J'ai passé beaucoup de temps ici. Il y a des milliers d'heures de vol qui ont été faits avec cet avion, des millions de passagers qui ont volé sur cet avion. Vous êtes toujours fier de cet avion? Ah oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il est maintenant au musée? Ah ben, c'est bien. Ben, c'est bien. C'est toute une histoire. Ça rappelle aux générations futures qu'on a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque. Il faut dire qu'au départ, c'est le général de Gaulle qui a autorisé la construction parce qu'il n'a pas dû financer quand même. Hein. C'est l'État qui a financé. Toutes les machines pour réaliser tout ça. C'est grâce à de Gaulle? Ah oui, ça, oui. Le prestige de la France. De quelle manière pour vous la Concorde fait partie de la culture française? C'est un peu cocorico, hein, les Français. Bon,
En général, je pense à une petite tendance à se mettre en avant. Hein, parce qu'il se produit un peu partout des découvertes qui rencontrent un grand succès mondial. Quand ça arrive en France, alors là, en général, on s'en vante un peu, si vous voulez. Trop? Bon, on s'en vante jamais trop. Faut bien savoir. Là, c'est vous. Oui. Et il y a Georges Pompidou à bord, le président de la République. Oui. C'est le prototype. Maintenant, on ne le ferait jamais, hein, ça. Il a accepté de parler au peuple français depuis le Concorde. J'ai même la photo, mais là, je ne l'ai pas apportée, où on voit le président de la République installé dans le prototype avec Perrier, l'état-major derrière, le chef d'état-major, et Pompidou qui est en train de parler au micro au peuple français. Il était à Mach 2, effectivement. On était au-dessus de l'Atlantique. Spectaculaire. Ah oui, ouais. Quand vous regardez devant, là, vous voyez que ça bouge, que ça... Il y a une espèce d'onde de... c'est pas une onde de choc, c'est vrai, mais une onde de déformation qui fait que tout ça, ça bouge. C'est la flexion. Comment les passagers réagissaient? Ils réagissaient que, pour pas qu'ils le voient, il y a l'eau. En ce moment, on est en période, si vous voulez, d'attente d'un avenir meilleur, peut-être. Attendre. Ouais. Wachten. Tot een nieuwe lichting Fransen de wereld versteld doet staan. In de internationale top van de IT-business wordt al jarenlang gefluisterd dat de toekomst van Silicon Valley niet in Amerika, maar in Frankrijk ligt. Franse ingenieurs staan al decennia bekend als de beste ter wereld. Maar op deze high-tech school zitten juist de drop-outs van de Franse maatschappij. École 42 werd opgericht door een Franse multimiljardair die opgroeide in een arme Parijse buitenwijk en die puissant rijk werd in de telecom. Xavier Niel strijdt op zijn eigen onorthodoxe manier tegen de Franse behoudzucht. C'est génial qu'on ait eu les plus grands artistes, les plus grands intellectuels il y a 1 siècle, 2 siècles ou 3 siècles. C'est très très bien, ça nous fait un pays de musée, mais ça ne nous fait pas un pays qui bouge, qui avance et qui économiquement fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de jeunes qui ont envie de changer ce métier. Et on a besoin de tous les jeunes qui sont dans cette école et envie de créer leur activité, d'inventer et de penser le pays tel qu'il devra être ou tel qu'il sera admiré dans 1 siècle. Et donc c'est eux les artistes, c'est eux les génies du 21e siècle qui vont faire que la France va pouvoir fonctionner, développer. On a eu une petite pause en France pendant 50 ou 60 ans, et maintenant il faut que ça reparte. Il y a un mot, le mot entrepreneur, c'est un mot français. On l'a oublié. J'ai jamais vu autant d'ordinateurs Apple ensemble. C'en est qu'un des 3 de cluster. Ouais, il y a 280 postes par étage et il y a 3 étages. Donc si vous faites le calcul, on est à peu près à 900 postes. Et par contre, il y a 2400 élèves. Et l'idée, c'est que, en fait, vu qu'il y a des élèves qui viennent la nuit, des élèves qui viennent le jour, des élèves qui sont en stage, des élèves qui travaillent à côté, il y a toujours des postes de libre. Il y a toujours un petit peu de place. On peut toujours travailler quand même. C'est une école, c'est pas vraiment une école. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de professeur. On va vous donner des projets et on va vous demander de les faire en vous disant tu dois faire ça, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, débrouille-toi. Seul? Seul. Ou avec les autres, avec ceux qui sont autour de toi. On peut travailler en groupe, c'est pas de la triche ici. Ici, travailler à plusieurs, c'est ce qu'on nous demande de faire. Travailler avec ses pairs, parce qu'à la fin, on va être corrigé par d'autres élèves. Donc le but, c'est d'arriver en cherchant par soi-même, en cherchant en groupe, à trouver une solution à un problème, résoudre ce problème, rendre le projet et le faire valider par d'autres élèves. C'est complètement différent et ça nous laisse être créatif, choisir comme on le veut. Je n'avais jamais aimé la théorie en fait. Du coup,
le système scolaire m'allait pas vraiment parce qu'écouter les profs, c'était pas trop mon truc. Je suis vite partie dans une filière plus travail. Donc je suis allée travailler, j'ai fait de la manutention, j'ai travaillé en tant qu'opérateur dans des usines aussi. J'ai fait beaucoup de petits boulots en intérim. Et quand il m'a parlé de 42, quand on a tenté l'expérience ensemble, je me suis découvert une passion pour le code. Du coup, c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Donc voilà. Vous êtes français? Oui. Vous n'avez pas peur, vous? Ou vous l'avez perdu? On a toujours peur. Après, il y a plusieurs manières de vivre la peur. Soit on reste avec cette peur, avec cette phobie, et on tremble face à elle. Soit on va face à elle et elle passe. Point. On passe outre. Il y a toujours des moyens de passer outre. Quand on a peur de sauter du haut d'un pont, eh ben, il y a un moment, il faut le faire. Il faut sauter, mettre une corde et y aller. Il faut essayer. Il faut toujours se lancer. Il faut savoir le faire. L'école 42 est quand même une école exceptionnelle dans le sens, pas de diplôme, pas de structure extrêmement rigide, etc. Mais c'est une exception. Mais vous ne croyez pas qu'on change le monde avec des exceptions? Si tout le monde fait la même chose, le monde ne change jamais. Vous avez besoin, c'est un exemple, mais vous avez plein d'exemples en France de gens qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie de faire changer les choses. Et on va réussir. Ne le dites pas, mais on va réussir. Vous y croyez? Je n'ai aucun doute. Je pense que c'est les autres qui sont inquiets. Nous, on n'est pas inquiets. D'ailleurs, s'ils sont en grève, c'est qu'ils sont inquiets. Ils sentent que le monde bouge, que soudainement leurs privilèges vont disparaître. Et que ces jeunes, eux et d'autres, vont prendre le pouvoir et vont prendre le contrôle de ce pays. C'est pas une révolution telle qu'on l'a entendue, c'est pas une révolution violente, c'est une révolution silencieuse, mais elle arrive de tous côtés et elle va prendre le pouvoir et elle va faire que ce pays change et est à même de changer. J'ai l'impression que vous me regardez comme si je prenais une drogue fantastique qui me montrait des trucs verts et rouges dans les yeux. Dans quelques secondes, vous allez me demander l'adresse de mon dealer, parce que vous dites qu'il vend un truc fantastique qu'on n'a nulle part dans le monde. C'est une nouvelle spécificité française. Ils ont une super drogue qui les rend optimistes et il l'a trouvée. Et alors? Non! Je ne prends pas de drogue, je ne me drogue pas. Non, juste, je vois ce pays avec des yeux normaux et des yeux objectifs. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. La France est aussi sa belle langue et sa poésie. Est-ce que vous avez un poème préféré et est-ce que vous nous citez quelques phrases, ou une chanson, ou un bel texte? Alors, ça va vous faire rire, mais je suis copropriétaire des droits d'une chanson qui s'appelle My Way, qui est une chanson anglo-saxonne. Donc vous savez que cette chanson est une chanson d'origine française. Ça commence comment? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, découvrez le nouvel épisode ici. Et sur notre chaîne YouTube, plein d'autres séries à découvrir. Abonnez-vous pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Merci et à bientôt.